Tout le monde pensait qu'il n'était qu'un orphelin faible, mais il devient l'épéiste le plus fort pour tuer tous les démons. En 1830, les démons rôdent toujours dans l'obscurité du Japon et chassent les humains. Naturellement, les humains les détestent, et une fille demi-démon nommée Suzune ne fait pas exception. Alors que Suzune continue de pleurer et de s'excuser, son père la met à la porte du hangar, et son frère Jinta ne peut que regarder désespérément la situation se dérouler. Cependant, il ne supporte pas de voir sa chère sœur être insultée et tourmentée chaque jour. Alors, une nuit d'orage, il décide de fuir la ville avec elle. Alors qu'ils cherchent un abri contre la pluie dans une maison abandonnée dans la forêt, ne sachant pas où aller ensuite, un gentil épéiste s'approche d'eux et leur demande de venir avec lui s'ils n'ont pas de maison. Jinta et Suzune suivent l'homme nommé Maru jusqu'au village des forgerons, au cœur des montagnes, où il rencontre sa fille, Shiryuki. Shiryuki est excitée lorsqu'elle apprend que les deux enfants que son père a amenés vont vivre avec eux. Et tandis que Jinta est séduite par la gentillesse de Shiryuki au premier regard, Suzune prend un certain temps pour surmonter sa nervosité et s'ouvrir à elle. Bientôt, ils commencent à vivre ensemble en famille et Jinta commence à prendre des cours d'escrime auprès de Modaru, le gardien du village. Un jour, alors que Jinta, Shiryuki et Suzune rentrent chez elle après avoir joué dans la rivière avec une amie, Jinta évoque le sujet de la mère de Shiuki. Elle lui dit que sa mère est la prêtresse du village et qu'elle n'a pas le droit de quitter son sanctuaire. Seul son père, qui est le gardien du village et le chef du village, peut la rencontrer car si elle rencontre des gens ordinaires, ses pouvoirs sacrés diminueront. Shiryuki dit qu'elle n'a pas vu sa mère depuis des années, mais elle se rend compte que ça lui arrive et revient. Au fil du temps, Jinta continue de s'entraîner sous Modaru et se rapproche de Shiryuki, Suzune étant la troisième roue entre eux. Et puis un jour, la tragédie frappe le village lorsqu'un démon tue la mère de Shiryuki et son père sacrifie sa vie pour l'empêcher de s'échapper. La nuit après leurs funérailles, Shiryuki dit à Jinta qu'elle sera la prochaine prêtresse après sa mère parce qu'elle veut protéger le village. Elle affirme que la seule chose qu'elle regrettera est de ne plus pouvoir revoir Jinta et il lui promet qu'il travaillera dur pour devenir son tuteur afin qu'ils puissent à nouveau être ensemble. De nombreuses années ont passé depuis et tous deux ont tenu leurs promesses. Shiryuki est la prêtresse du village, alors que Jinta est son gardien ainsi que l'épéiste le plus fort du village. Un jour, alors qu'il rend compte à Shiryuki et au conseil du village du démon qu'il a récemment tué dans la forêt, tous les vieux deviennent tendus. Ils craignent que les démons ne cherchent à manger le foie de la prêtresse car, selon les histoires populaires, cela peut les rendre immortels. Cependant, Shiuki croit que les démons tentent de mettre la main sur l'épée légendaire appelée Yarai qui a été transmise dans sa famille d'une prêtresse à une autre. Cela inquiète le chef du village, mais son fils Kyo, qui est le deuxième gardien, lui dit de ne pas s'énerver, car la prêtresse a deux guerriers capables qui la gardent. Il jette ensuite de l'ombre sur Jinta en le traitant de musclé illettré, mais Shiryuki arrête leur combat avant même qu'ils ne puissent commencer. Une fois la réunion terminée, tout le monde quitte la pièce, sauf Jinta, et Shiryuki sort de derrière le rideau car elle est fatiguée d'agir formellement devant tout le monde. Elle demande à Jinta de l'appeler par son nom et lui dit ensuite qu'elle a un invité spécial pour lui aujourd'hui. Jinta réalise immédiatement qu'elle parle de Suzune, et il entre dans sa chambre privée pour voir sa sœur qui n'a pas grandi du tout depuis 10 ans dormir paisiblement. Jinta n'est pas contente que Suzune enfreigne les règles du village en étant ici. Mais Shiryuki prend son parti, car tout ce qu'elle voulait, c'était rencontrer son frère qui est occupé avec son travail. Jinta réveille Suzune et lui dit de ne pas venir au sanctuaire car c'est contre les règles, mais elle pique une crise de colère en réponse. Soudain, Jinta entend quelqu'un arriver et Suzune se faufile hors du sanctuaire avant d'être repéré. Le visiteur s'avère être le chef du village qui demande à parler en privé avec Shiryuki, disant même à Jinta de quitter la pièce. Le lendemain matin, Jinta rentre chez lui car il a obtenu un jour de congé. Suzune est heureuse d'apprendre cela car elle prévoit de passer toute la journée avec lui. Mais à sa grande surprise, elle voit Shiryuki dans leur maison. Jinta et Suzune sont toutes deux stupéfaites de la voir et demandent comment elle peut quitter le sanctuaire. Shiryuki leur dit en plaisantant qu'elle a obtenu une permission spéciale du chef du village pour sortir et qu'elle veut passer la journée avec eux. Suzune est excitée en entendant cela et elle suggère qu'ils prennent tous les trois le petit déjeuner ensemble comme au bon vieux temps. Après le petit déjeuner, Jinta décide d'emmener Shiryuki au village et Suzune leur fait signe de partir joyeusement. Mais une fois qu'ils partent, elle laisse transparaître sa frustration.
Pendant ce temps, tout le monde dans le village est abasourdi lorsqu'ils voient Jinto avec une jolie fille, car ils ne reconnaissent pas le visage de Shiryuki après des années sans l'avoir vue. Même lorsqu'ils atteignent le restaurant de leur amie d'enfance, elle ne parvient pas à reconnaître Shiryuki et cela la rend un peu triste. Après avoir passé toute la journée ensemble, Shiryuki conduit Ginta à l'endroit même où ils ont promis de devenir la prêtresse et la gardienne du village dans le passé. Là, Shiryuki dit soudainement à Ginta qu'elle va épouser Kyo, le fils du chef du village. Les yeux de Ginta s'écarquillent de choc et d'horreur lorsque Shiryuki explique que le chef du village lui a fait la leçon sur le fait d'avoir un enfant pour protéger sa lignée au cas où des démons viendraient la chercher. Il lui a dit d'épouser son fils parce qu'il est un tuteur et deviendra un jour le chef du village. Shiryuki dit qu'elle a accepté la proposition en tant que prêtresse parce que c'est la meilleure chose pour tout le monde dans le village. Mais elle dit à Ginta qu'il est le seul homme qu'elle a et qu'elle aimera jamais. Elle dit qu'une partie d'elle-même veut fuir le village pour commencer une nouvelle vie avec lui. Mais elle sait qu'il n'acceptera jamais de faire ça. Ginta affirme qu'il a travaillé dur pour devenir son tuteur parce qu'il respectait sa décision de devenir prêtresse et que s'ils abandonnent leur rôle, ils ne pourront jamais se faire face correctement. Il lui dit qu'il l'aime aussi et qu'il continuera à faire son devoir pour la protéger, elle et le village, de toute menace. Le lendemain, Shiryuki envoie Ginta en mission pour chasser 2 démons repérés à l'extérieur du village. Mais avant de partir, Kyo veut lui parler. Il confronte agressivement Ginta, lui demandant comment il peut être une telle mauviette et permettre à la femme qu'il aime d'épouser un autre homme sans même une réaction. Ginta lui dit froidement que cela ne le dérange pas si c'est pour le bien du village. Et Kyo se rend compte que quelque chose ne va vraiment pas chez lui. Ginta l'ignore et se rend dans la forêt à la recherche des 2 démons, ignorant que l'un d'eux s'est déjà dirigé vers Suzune. Alors que Ginta marche tranquillement dans la forêt, le 2e démon lance une attaque surprise sur lui, mais il parvient à la parer facilement. Le démon dit à Ginta qu'il est impressionné par ses compétences, mais Ginta n'a pas le temps de parler et il le charge instantanément. Au début, il a du mal à percer la peau dure du démon, mais avec son 2e coup, il parvient à lui prendre le bras avant d'esquiver de justesse un coup écrasant. Au lieu d'être furieux, le démon devient encore plus impressionné par Ginta, lui demandant pourquoi il s'est entraîné pour devenir si fort. Le démon lui demande pourquoi il manie une épée, et Ginta dit qu'il se bat pour protéger ceux qu'il aime. Au même moment, le démon féminin s'approche de Suzune, lui disant qu'elle est également l'une d'entre eux. Suzune nie frénétiquement s'accrocher à la chemise de Ginta alors qu'elle dit qu'elle est humaine. Le démon se rend compte que Suzune aime tellement son frère qu'elle a vaincu sa nature démoniaque et est restée humaine. Suzune commence avec enthousiasme à parler de Ginta au démon, disant qu'il est tout pour elle, et le démon lui dit que quelqu'un veut faire du mal à son frère et qu'elle doit les arrêter. Suzune refuse de la croire. Alors la démone utilise son pouvoir de prévoyance pour lui montrer une vision du futur dans laquelle Shiryuki se déshabille alors qu'elle commence à embrasser Kyo. Suzune ne peut pas y croire car elle est certaine que Shiryuki aime Ginta. Alors, le démon féminin lui dit de venir avec elle afin qu'elle puisse voir la vérité de ses propres yeux et aider son frère. De l'autre côté, Ginta et le démon mâle se battent toujours dans la forêt. Ginta demande au démon pourquoi il blesse les humains et il répond que tous les démons ont un but qu'ils ne peuvent ignorer et qu'ils font tout pour y parvenir. Ginta dit qu'il empêchera le démon de faire du mal à qui que ce soit et se précipite vers lui tandis que le démon élargit son bras pour lui faire face de front. Un coup de poing du démon déchire le bras de Ginta et son épée se brise après avoir heurté sa peau dure. Cependant, Ginta n'abandonne pas et il attrape la pointe brisée de son épée pour poignarder le cœur du démon avant qu'il ne puisse attaquer à nouveau. Son attaque est fatale et le démon tombe, mais il est satisfait car il a accompli son but. Il dit à Ginta que sa partenaire a le pouvoir de prévoyance et qu'elle a vu que 170 ans dans le futur, le dieu démon naîtra dans ce village. Il dit que même maintenant, le plus fort de tous les démons vit dans ce village et qu'ils sont venus ici juste pour l'attraper. Ginter se rend compte qu'il parle de Suzune, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, le démon décide de lui offrir un cadeau d'adieu sous la forme de ses pouvoirs. Alors que son bras s'enfonce dans la gorge de Ginta, le démon demande à Ginta ce qu'il fera lorsque ceux qu'il veut protéger en seront indignes. Au même moment, Kyo essaie de faire l'acte avec Shiryuki, et quand elle résiste, il lui demande si elle veut que Ginta revienne à temps pour entendre ses gémissements. Cette déclaration dure aide Shiryuki à se décider, et elle commence à se déshabiller en disant que c'est le devoir d'une prêtresse. Kyo panique parce qu'il ne s'attendait vraiment pas à ce qu'elle coopère. Mais juste au moment où Shiryuki est sur le point de l'embrasser, la démone amène Suzune là-bas pour qu'elle voie tout de ses propres yeux. De retour dans la forêt, Ginta se réveille et, étonnamment, toutes ses blessures ont disparu. Il se précipite immédiatement pour retrouver Suzune, mais à sa grande horreur, tout le village est en feu.
Il ignore tout le monde alors qu'il se précipite vers le sanctuaire où Suzune, dévastée, traite Shiruki de pour avoir prétendu aimer Ginta et s'être contentée de n'importe quel gars qu'elle trouve. Shiryuki essaie d'expliquer sa position, mais Suzune refuse d'entendre quoi que ce soit. Elle commence à pleurer en disant qu'elle aime aussi Gint et qu'elle veut être avec lui, mais il est amoureux de Shiryuki. C'est pourquoi elle a tout enduré et a refusé de grandir pour qu'elle reste toujours sa petite sœur et qu'il puisse être marié et heureux avec Shiryuki. Shiryuki lui dit qu'elle ne peut pas faire ça parce qu'elle a des devoirs envers le village en tant que prêtresse. Et Suzune s'énerve à ce sujet. Elle arrache les bandages qui couvrent son œil et commence à maudire Shiryuki. Voyant cela comme sa chance, le démon féminin commence à manipuler Suzune, lui disant qu'elle devrait sauver son frère de tout mal et la tuer avant qu'elle ne puisse le tromper. Les cris de Shiryuki n'atteignent pas du tout Suzune et elle est corrompue par les paroles du démon féminin. Soudain, ses pouvoirs obscurs éclatent et elle devient un démon adulte, prêt à tuer Shiryuki. Kyo essaie de la protéger, mais le démon féminin le renverse et le traîne dehors parce qu'elle a besoin de lui, laissant Suzune seule avec sa cible. Shiryuki est terrifiée lorsque Suzune sort l'épée légendaire de sa famille, mais avant qu'elle ne puisse attaquer, Ginta arrive. Shiryuki court vers lui et Ginta la serre fort dans ses bras, mais cela ne suffit pas à la sauver car un coup rapide de Suzune lui fait voler la tête. Ginta, dévasté, ne peut même pas réaliser qu'il tient le cadavre ensanglanté de Shiryuki dans ses bras lorsque Suzune apparaît soudainement derrière lui et lui dit qu'elle l'a fait pour lui. Ginta ne la reconnaît pas et ne pense à elle que comme au démon qui a tué la femme qu'il aimait et il la charge avec colère. Suzune esquive ses attaques et lui demande ce qui ne va pas chez elle et c'est seulement alors qu'il se rend compte qu'il fait face à sa petite sœur. Ginta lui demande comment elle a pu faire ça à Shiryuki et Suzune dit qu'elle n'était qu'une garce qui allait le tromper, alors elle l'a tué. Elle dit à Ginta qu'il devrait être heureux qu'elle l'ait sauvé du chagrin. Mais plus elle parle, plus Ginta devient en colère. Sa rage commence à activer le pouvoir que le démon lui a donné et il se rend compte que la femme en face de lui n'est plus sa petite sœur. Il la charge avec une haine pure, mais son épée se brise à l'impact avec l'aura démoniaque de Suzune. Ginta se sent pathétique parce qu'il ne peut rien faire. Mais il réalise alors qu'il peut utiliser le pouvoir du démon et sa haine pour venger la mort de Shiryuki. Alors qu'il transforme sa main, Suzune essaie d'expliquer qu'elle a seulement fait ça pour le rendre heureux, mais Ginta lui crie de se taire. Suzune commence à pleurer, disant que maintenant Ginta va également l'abandonner comme tout le monde. Elle dit que s'il ne peut pas apprécier ce qu'elle a fait pour lui, elle ne se soucie de rien d'autre. Elle crie qu'elle le déteste alors qu'elle commence à se précipiter dans la pièce en lui disant qu'elle est sa vraie famille et que tous les autres sont des étrangers. Ginta lui dit de se taire et Suzune s'arrête en réalisant qu'il n'écoutera rien de ce qu'elle va dire. En réponse, elle s'approche soudainement de lui et le poignarde. Mais lorsqu'elle essaie de retirer sa main, elle découvre qu'elle est coincée. Ginta se souvient qu'il n'a jamais frappé sa sœur une seule fois et la frappe ensuite de toutes ses forces, laissant un trou dans son corps. Alors que Suzune blessée se relève, Ginta se précipite sur elle avec toute sa puissance. Cependant, il ne parvient pas à lui faire du mal car le démon féminin arrive au dernier moment et se sacrifie pour sauver Suzune. Elle dit à Suzune de s'enfuir et elle prend la tête de Shiryuki et dit à Ginta qu'elle déteste tout maintenant. Alors, elle va brûler le monde entier. Elle dit à Ginta de se souvenir d'elle, car peu importe le temps qui passe, elle viendra lui rendre visite une dernière fois avant que tout ne se termine. Ginta se bat pour la poursuivre, mais la démone rit tandis qu'elle utilise toute sa force pour le maintenir en place. Elle ne lâche prise qu'après que Suzune s'est échappée et a crié joyeusement qu'elle avait accompli son objectif. Ginta lui demande si son but était de faire couler le sang inutilement, et le démon lui dit qu'elle a vu loin dans le futur. Bientôt, les humains découvriront l'électricité et leur lumière artificielle illuminera les chevaliers, ne laissant aucun endroit où les démons peuvent se cacher. Cependant, ce qu'elle a fait ici garantira que les démons continueront de prospérer même si la technologie se développe. Elle meurt avec un sourire et son corps se transforme en poussière. Une fois que tout est terminé, la rage et la haine de Ginta se transforment soudainement en chagrin et il serre le corps de Shiryuki dans ses bras et pleure tout en s'excusant encore et encore de ne pas avoir réussi à la protéger. Peu de temps après, les villageois commencent à reconstruire leur maison, mais Ginta, désormais complètement seul au monde, décide de partir en voyage. Dès qu'il quitte sa maison, il trouve le chef du village qui l'attend. Ils se rendent au restaurant du village où Ginta dit au chef qu'il part en voyage pour s'entraîner à partir de zéro afin de pouvoir protéger le village du dieu démon à l'avenir. Le chef du village se rend compte que le dieu démon,
sera Suzun et il demande à Jinta s'il est sûr de pouvoir l'arrêter. Jinta dit qu'il fera ce qui doit être fait et le chef lui demande une fois de plus s'il cédera à son désir de vengeance et tuera sa sœur. Ginter répond qu'il ne pourra jamais pardonner à la personne qui a tué Shiryuki et que cela n'a pas d'importance que ce soit sa sœur. Il dit qu'il est plein de haine. Mais malgré cela, il veut trouver une solution pacifique si elle existe. Le chef du village est soulagé d'apprendre que malgré sa transformation en démon, Ginta a toujours son humanité. Pour lui faire ses adieux, il lui donne l'épée légendaire Yarai, disant que puisque la lignée de Shiryuki a pris fin, l'épée n'a plus de propriétaire, et Shiryuki voudrait qu'il l'ait. Ginta accepte l'épée, et soudain le chef du village tombe à genoux devant lui. Il s'excuse auprès de Ginta en disant qu'il savait que lui et Shiryuki s'aimaient, mais malgré cela, il l'a obligé à épouser son fils. Il dit que tout ce qu'il a dit à Shiryuki sur les avantages du village n'était qu'une excuse et qu'il voulait juste qu'elle épouse son fils Kiyo, parce qu'il l'aimait aussi. Et Ginta le relève, mais ne lui pardonne pas. Il quitte ensuite le village en pensant à la façon dont sa vie entière a changé en un jour. Alors qu'il commence à errer à travers le pays, la seule chose à laquelle Ginta pense est de se préparer à la prophétie qui se réalisera dans 170 ans. Quelques jours passent lorsque Jin arrive dans un nouveau village en tant que guerrier errant où il est immédiatement appelé par l'un des villageois pour un travail. L'homme s'avère être un propriétaire de magasin local qui a une fille adoptive qu'il aime beaucoup. L'employé du magasin nommé Zen explique à Jin que le nom de la fille est Natsu, et depuis quelques jours, elle se plaint d'entendre un démon à l'extérieur de sa chambre crier qu'elle est sa fille et qu'elle devrait revenir vers elle. Son père est très inquiet pour elle. C'est pourquoi il veut que Jin soit son garde du corps pendant quelques jours puisqu'elle va bientôt avoir 13 ans. Jin essaie de demander plus de détails, mais avant même qu'il puisse comprendre correctement la situation, une jeune fille entre avec un problème d'attitude et commence à crier sur Zen pour avoir perdu du temps au lieu de travailler. Et puis, elle se tourne vers Jin et pense qu'il est trop jeune pour être un garde du corps expérimenté et le traite d'escroc. Jin est très confuse à propos de toute la situation tandis que Zen essaie de lui faire comprendre, mais Natsu leur fait un doigt d'honneur et s'éloigne en disant à Jin de partir. Zen s'excuse pour son comportement, mais Jin quitte la maison malgré tout. Cette nuit-là, Natsu commence à avoir du mal à dormir à nouveau car elle a peur que le démon revienne. Heureusement pour elle, Zen est un gars vraiment sympa et décide de s'asseoir devant sa chambre et de la surveiller. Natsu se sent mieux grâce à cela. Mais avant qu'elle ne puisse fermer les yeux, elle entend soudain le bruit horrible d'un démon qui l'appelle. Elle est terrifiée et demande à Zen s'il l'a entendu. Mais Zen n'a rien vu, ni entendu. Il se demande si la fille de son patron est Loko, quand soudain, il entend une voix forte crier que Natsu est sa fille. Horrifié, il commence à regarder partout, quand soudain, un démon surgit de sous terre dans la cour et commence à marcher vers Zen, tandis qu'il se fige à cause de la peur. Le démon s'approche de lui, tandis que Natsu jette un œil par la porte et réalise que c'est la fin d'elle et de Zen, alors que le démon décide d'attaquer. Mais Jin intervient et coupe le bras du démon, sauvant ainsi la vie de Zen. Le démon semble confus de voir un chasseur de démons dans cette maison, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Jin coupe le monstre en deux d'un seul coup d'épée. Le démon tombe au sol et disparaît, tandis que Natsu demande si le démon est mort. Jin se retourne et lui dit que le taux de surveillance qu'il lui impose vient d'augmenter parce que ce démon n'est pas encore mort et reviendra probablement. Le lendemain matin, Zen et Jin s'assoient pour prendre le thé où Zen remercie Jin de lui avoir sauvé la vie, tandis que Jin lui demande des informations sur Natsu. Zen a l'air confus, mais dit à Jin que Natsu n'est pas un enfant démon si c'est à cela qu'il pense. Selon lui, Natsu est la fille de certains parents éloignés du patron. Mais ses parents sont morts, alors le patron l'a recueillie. Il prétend que le patron ne l'aurait jamais élevée s'il y avait eu la moindre chance qu'elle soit un démon depuis. Le patron les déteste de tout son cœur. Zen explique qu'il y a quelques années, des démons ont tué sa femme et kidnappé son fils, ce qui l'a complètement détruit. Mais heureusement, Natsu est entré dans sa vie à ce moment-là et lui a donné le soutien dont il avait besoin. Cette nuit-là, Natsu dort un peu plus détendu et heureux puisque son père adoptif se soucie définitivement d'elle puisqu'il a engagé le chasseur de démons le plus fort de la région. Et parce que Zan et Jin gardent sa chambre, s'assurant que rien ne la blesse, Jin décide de lui poser des questions sur le fils du patron. Mais Natsu refuse de répondre et demande si les démons peuvent naître des humains. Jin lui dit qu'ils peuvent naître de la rencontre de deux démons, parfois un démon et un humain. Mais il existe également une possibilité lorsque les démons naissent d'émotions purement négatives, comme la colère, la rage ou la jalousie. Alors qu'il parlait,
Le démon apparaît soudainement de nouveau de nulle part et commence à leur crier de lui rendre sa fille. Jin passe immédiatement à l'action et avec un combo rapide, bat le démon au sol, s'asseyant dessus. Il se rend compte que ce démon n'est pas assez intelligent pour tenir une conversation et demande à Natsu s'il doit le tuer. Zen est choqué par cela et lui crie de tuer le monstre. Mais Jin prétend qu'il veut savoir de Natsu ce qu'elle veut faire. Il prétend que même s'il tue le démon, il réapparaîtra car il est créé par les émotions négatives de Natsu. Natsu n'arrive pas à croire ce qu'elle entend, mais réalise que Jin dit la vérité. Elle commence à penser que même si son père adoptif lui avait promis qu'il l'aimait, elle ne l'a jamais vraiment cru et espérait que si un démon venait la tuer, il pourrait réellement commencer à l'aimer davantage. Jin lui dit qu'elle doit faire face à ses sentiments et se débarrasser de ses émotions car c'est la seule façon pour que le démon ne réapparaisse plus. Natsu commence à pleurer mais décide que ça suffit et crie à Jin de tuer la bête car elle croit que son père l'aime beaucoup. Cela a suffi à Jin alors qu'il coupe rapidement le démon en deux, le tuant instantanément tandis que Natsu pousse un soupir de soulagement. Il leur dit que leur cauchemar est terminé et qu'ils devraient bien dormir maintenant. La fille avec des problèmes avec son père commence bientôt à ronfler dans sa chambre, tandis que Jin se tient dehors, alors qu'il lutte avec ses propres sentiments, puisque même lui continue de recevoir la visite du même monstre qui est fondamentalement la mère de Suzu. Le monstre réapparaît devant lui en criant les mêmes mots encore et encore, mais Jin lui tranche à nouveau la tête d'un seul coup, la mettant fin instantanément. Le lendemain matin, Zen le remercie de les avoir aidés à résoudre ce problème majeur, mais Jin affirme que cela a également été très thérapeutique pour lui. Natsu semble confus, mais il explique qu'il a eu une enfance difficile et que sa vision du monde a été créée par la cruauté qu'il a vue autour de lui. Depuis son plus jeune âge, il avait ces émotions négatives en lui, qui ont donné naissance au même démon qui harcelait Natsu depuis quelques jours. Il a fallu des décennies à Jin pour finalement surmonter ses sentiments et surmonter le blocage mental de son enfance abusive. Natsu ne comprend pas vraiment de quoi il parle, mais le remercie quand même pour son aide alors qu'il se retourne et quitte la ville. Juste à ce moment-là, son père sort et demande si l'homme était parti. Natsu le remercie d'avoir embauché Jin car sans lui, elle aurait probablement toujours eu peur de dormir la nuit. Mais son père affirme que n'importe quel parent ferait la même chose pour son enfant. Il se tourne ensuite vers Zen et lui dit de retourner au travail s'il veut conserver son emploi et ne pas devenir un harceleur d'étagères. Zen court immédiatement à l'intérieur, tandis que Natsu décide que c'est le moment de rembourser son père pour toute la gentillesse qu'il lui a montrée jusqu'à présent. Elle le regarde droit dans les yeux et lui demande si elle pourrait les aider d'une manière ou d'une autre, ce qui suffirait à rendre son père heureux, car il lui dit de vivre une vie longue et heureuse, car ce serait la meilleure chose qu'elle puisse faire pour lui. D'un autre côté, Jin regarde les feuilles qui tombent des beaux arbres, réalisant qu'une autre saison est passée et qu'il n'est toujours pas proche de son objectif d'éradiquer les démons de ce monde. Mais il prend une grande inspiration et décide de continuer à marcher vers de nouvelles aventures dans la prochaine ville. Quelques jours plus tard, Jin est dans un restaurant d'une autre ville, en train de savourer un bol de nouilles chaudes, tandis que le propriétaire du magasin et sa fille discutent avec lui. Le propriétaire du magasin se plaint de l'empereur qui ne peut même pas gérer les pirates dans la mer à proximité et du tueur en série qui hanterait la ville. Mais Jin lui dit de faire attention à ce qu'il dit. Le propriétaire change immédiatement de sujet et demande à Jin à propos des nouilles. Jin lui dit qu'ils sont assez simples et ennuyeux et l'homme ne se soucie pas de sa réponse honnête car il connaît la vérité. Cependant, il est curieux de savoir pourquoi Jin continue de venir dans son restaurant même s'il n'y a rien à faire dans cette ville vide. Sa fille essaie de l'empêcher de faire fuir leur seul client, mais le propriétaire du magasin est sûr que Jin n'a rien contre les bavardages. Jin lui demande pourquoi il a ouvert un restaurant dans cette ville en premier lieu, et l'homme répond qu'il voulait fuir son passé. Une fois que Jin a fini de manger, il paie le propriétaire du restaurant, qui est curieux de connaître sa source de revenus. Jin lui dit qu'il tue des démons pour gagner sa vie. Et l'homme en rit d'abord, mais lui donne ensuite quelques conseils sur la façon de trouver son prochain emploi. Il rappelle à Jin le tueur en série dont il parlait plus tôt et dit qu'il y a beaucoup d'histoires désagréables autour de ses victimes. Le tueur n'utilise même pas d'armes car ses victimes sont retrouvées dans un état assez déplorable. Jin est maintenant curieuse à propos de cette affaire et apprend l'emplacement de la zone de travail du tueur en série avant de partir. Mais la fille du propriétaire vient le prévenir de faire attention la nuit. Jin lui dit qu'il est adulte maintenant et qu'elle n'est pas sa mère pour s'inquiéter pour lui. Mais la fille lui dit que son comportement émotif et nerveux prouve seulement qu'il n'est pas encore un adulte. La nuit,
Jean se rend au pont où le tueur en série est censé être trouvé. Mais n'ayant vu aucun signe de sa venue, Jean décide de retourner à son auberge. Cependant, il entend le cri d'une femme juste au moment où il s'apprête à partir et il court vers elle pour trouver 3 personnes gisant mortes dans la rue. Il n'y a personne autour et Jean examine les 3 victimes pour voir leurs blessures. Les 3 victimes sont des hommes, mais il a entendu une femme crier et cela a créé des soupçons dans son esprit. Alors que Jean est occupé à donner un sens à tout cela, il sent quelqu'un s'approcher de lui par derrière. Mais en se retournant, il ne trouve rien. Il reste toujours vigilant et bloque l'attaque d'un démon invisible avant d'essayer de contre-attaquer. Mais il ne peut pas frapper ce qu'il ne peut pas voir. Jean essaye de localiser le démon, mais soudain, son dos est ouvert par une attaque invisible. Et au moment où il se retourne, l'agresseur est déjà parti. Jean est maintenant en colère. Alors il décide d'arrêter de se retenir. Il libère la puissance démoniaque de son bras alors qu'il attend que le démon invisible l'attaque, puis le frappe de toute sa force, brisant sa lame et le rongeant. Jean parvient à blesser le démon cette fois-ci, puis il lui demande de revenir vers lui. Cependant, le démon appelle à un cessez-le-feu et se rend visible. Jean demande au démon son nom avant de le tuer, et le démon répond qu'il est Mosuk. Jean décide de l'achever avec son bras démoniaque, mais Mosuk se rend immédiatement, disant qu'il ne veut pas le combattre. Jean lui demande pourquoi diable l'a-t-il attaqué alors, et Mosuk dit qu'il essayait également de traquer le tueur en série. Et comme il avait entendu dire que le tueur était un démon, il soupçonnait Jean. Cependant, lorsque Jean l'a appelé le tueur, Mosuk a réalisé qu'il n'était pas le bon et s'est rendu. Jean est maintenant confuse et demande pourquoi un démon voudrait attraper un tueur en série. Et Mosuk lui dit qu'il devrait leur parler ailleurs, où personne ne les voit. Il conduit ensuite Jean dans sa maison, qui semble assez bon marché, mais normal. Mosuk se transforme en un humain laid à l'intérieur de la maison et dit à Jean que parfois de vieux démons comme lui décident de vivre leur vie en tant qu'humains. Il offre à Jean de l'alcool bon marché et commence ensuite à se présenter. Il dit qu'il est l'un des démons supérieurs qui ont vécu pendant plus de 100 ans grâce à sa capacité spéciale à devenir invisible. Jean remarque qu'il est assez faible pour un démon supérieur, et Mosuk répond nerveusement qu'ils sont appelés démons supérieurs en raison de leur capacité éveillée et non de leur force. Il admet que certains démons supérieurs sont plus faibles que les démons ordinaires, et il en fait partie. Après cela, Jean et Mosuk disent tous deux qu'ils ne sont pas le tueur en série. Et comme les démons ne peuvent pas mentir, ils se croient les uns les autres. Jean demande alors à Mosuk pourquoi il n'a rien confirmé avant de l'attaquer plus tôt. Et le démon répond qu'il en veut au tueur en série. Il dit que le tueur ne tue que les hommes sur place et kidnappe les femmes. Et sa femme a également été kidnappée par lui. Mosuk s'effondre lorsqu'il dit à Jean que sa femme était une humaine au bon cœur qui l'aimait même si elle savait qu'il était un démon. Elle a été enlevée il y a 1 mois et 10 jours plus tard, son corps a été retrouvé dans un état horrible dans la rivière locale. Mosuk dit qu'il n'aime pas vraiment les humains, mais qu'il aimait sa femme. Et c'est pourquoi il ne s'arrêtera pas avant de se venger. Il dit à Jean de se retirer cette fois et de le laisser s'occuper du tueur en série. Mais Jean refuse, en disant que son but est de chasser les démons et qu'il ne peut pas l'éviter. Mosuk comprend cela et suggère qu'ils travaillent en équipe pour trouver le démon et le vaincre. Mais il veut toujours que Jean le laisse porter le coup final. Et le lendemain, les deux se séparent pour recueillir des informations sur le tueur en série. Ils ne trouvent rien du tout et retournent à la maison de Mosuk, où ils commencent à se lier d'amitié autour de quelques verres. Mosuk demande à Jean pourquoi il tue des démons alors qu'il en est un lui-même, et Jean répond qu'il en tire de l'argent. Mosuk refuse de croire que c'est la seule raison. Alors Jean lui dit qu'il tue des démons pour devenir plus fort afin de pouvoir arrêter un certain démon un jour. Mosuk est curieux à ce sujet et Jean lui raconte son histoire, disant que même s'il déteste sa sœur pour avoir tué la femme qu'il aimait, il ne sait pas s'il peut la tuer. Il demande ensuite à Mosuk ce qu'il compte faire après avoir obtenu sa vengeance. Et le démon répond qu'il redeviendra une personne normale et pacifique, et qu'il s'occupera de la tombe de sa femme. Le lendemain, Jean se rend à nouveau dans le même restaurant et la fille du propriétaire lui demande s'il a trouvé des pistes sur le tueur en série. Jean répond qu'il y travaille encore. Mais comme il ne veut pas en parler, il distrait la fille en la félicitant. Il dit qu'une belle serveuse comme elle devrait avoir une file de clients qui attendent devant sa boutique. Et la femme et son père sont immédiatement séduits par ce compliment. Le propriétaire du magasin s'approche de Jean et lui demande s'il veut sortir avec sa fille, car il cherche lui-même un beau gendre. Mais la fille lui dit de se taire et d'arrêter de l'embarrasser devant leur seul client. Elle dit alors à son père qu'elle trouvera un bonhomme le moment venu et le propriétaire retourne à la cuisine pour faire son travail. La fille s'excuse ensuite auprès de Jean pour le comportement de son père,
mais il lui dit que ce n'est pas un problème. Il dit que son père semble l'aimer beaucoup. Mais la fille sent dans cette déclaration des problèmes profondément ancrés chez son père et demande à Jin si son père ne l'aimait pas. Jin décide de la prendre comme thérapeute bénévole et commence à lui raconter comment son père n'a jamais accepté sa sœur Suzune comme sa fille. Et un jour, ils se sont enfuis de chez eux. Il dit qu'il comprend maintenant pourquoi son père détestait Suzune, mais il y a encore des choses qu'il aimerait voir meilleures. Cette nuit-là, Jin et Masuk tentent à nouveau de rechercher le tueur en série, mais ils ne trouvent rien. Masu est désespéré car il n'y a eu aucun indice ni aucune nouvelle victime du tueur en série récemment, et il ne trouve pas de moyen de l'attraper. Jin lui dit d'être patient lorsqu'il aperçoit soudain la fille du propriétaire du restaurant, Afu, en train de regarder des fleurs. Il décide de l'accompagner car il n'est pas prudent pour elle de sortir seule la nuit, et Masuk devient invisible et rentre chez lui pour leur donner un peu d'intimité. Jin demande à Afu pourquoi elle est ici toute seule, et elle lui dit qu'elle adore voir des fleurs au clair de lune. Elle lui parle en détail des fleurs devant eux, et après l'avoir entendu divaguer, Jin lui propose de l'accompagner chez elle. Alors qu'il rentre chez eux, Afu dit à Jin qu'il est trop maussade et silencieux. Mais comme il n'est pas Batman, il devrait arrêter le spectacle. Elle lui dit de s'amuser un peu plus dans sa vie, mais il répond qu'il ne peut pas suivre son conseil car son but est tout pour lui. Soudain, Afu aperçoit un buisson de fleurs près de la route et commence à en parler avec empressement à Jin. Elle passe ensuite à une autre plante, mais Jin la connaît trop bien. Ces tiges peuvent être bouillies pour faire un médicament pour l'estomac, et il dit que dans son village, il avait une amie qui mangeait trop de sucreries et il devait lui préparer régulièrement ce médicament. Un doux sourire se répand sur son visage alors qu'il se souvient du temps qu'il a passé avec Shiryuki. Et Afu revient immédiatement sur sa déclaration précédente, selon laquelle il ne peut pas s'amuser à cause de son objectif. Elle lui dit qu'il y a des choses qu'il aime dans la vie et des souvenirs qu'il chérit. Il devrait donc cesser d'éviter les bonnes choses de sa vie, simplement parce qu'il a une mission. Peu de temps après, ils atteignent la maison d'Afu et les lumières sont toujours allumées. Jin lui souhaite bonne nuit et dit ensuite qu'elle devrait lui parler des fleurs un autre jour aussi, mais probablement quand le soleil sera encore là. Une fois Ko rentre chez lui, Mosuk apparaît soudainement derrière lui en disant qu'elle est une bonne fille. Jin est choqué alors qu'il avait dit qu'il leur laissait un peu d'intimité. Mosuk rigole simplement puis part en mission pour retrouver le tueur en série. La nuit suivante, alors que Jin attend sur le pont, un homme ivre et une belle fille passent à côté de lui. La fille est tellement éprise de la belle gueule de Jin qu'elle ne remarque pas de démon devant l'homme ivre jusqu'à ce que le pauvre homme soit tailladé. Elle tombe au sol et crie en voyant le démon ressemblant à un loup, mais Jin prend position pour le combattre. Le démon se jette sur lui et Jin part facilement son attaque et l'envoie sur le côté. La fille panique en demandant ce qui se passe ici, mais Jin lui dit simplement de rester derrière lui sans faire de bruit si elle veut vivre. Le démon recommence à l'attaquer et Jin bloque ses attaques, mais est ensuite poussé sur le côté. Profitant de cela, le démon se dirige directement vers la fille et l'attaque, mais heureusement, Mosu arrive juste à ce moment-là et la sauve. Jin attaque immédiatement le démon, mais il ne peut pas pénétrer sa peau épaisse et le démon s'enfuit en sautant dans les airs. Jin s'excuse auprès de Masuk d'avoir laissé le démon fuir, mais il comprend car aucun d'eux ne s'attendait à ce que ce soit si difficile. Masuk décide de suivre le démon et de découvrir où il est allé, mais Jin lui demande de ne pas s'engager dans un combat, même s'il le trouve. Juste à ce moment-là, la fille dit avec arrogance à Jin qu'il devrait agir comme un gentleman et l'aider à se relever. Jin joue froidement le jeu parce qu'il ne veut pas être harcelé au hasard. Mais lorsque la fille lui demande s'il ne se souvient pas d'elle, il se rend compte que son visage lui est familier. Il se rend compte qu'elle est Natsu qui a beaucoup grandi en 3 ans. Elle est contente qu'il se souvienne d'elle et se plaint ensuite qu'il n'a pas changé du tout. Jin lui dit simplement qu'il est immunisé contre le vieillissement et cela rend Natsu jaloux au nom de toutes les femmes du monde. Jin lui demande alors si elle était en promenade nocturne et elle répond qu'elle livrait simplement un colis urgent à l'un de leurs clients réguliers. Jin remarque qu'elle a beaucoup changé et maintenant elle sourit tout naturellement. Et Natsu est assez flatté par son compliment. Soudain, le serviteur Zen apparaît derrière elle, la faisant flipper, puis il commence à demander à Jin s'il y a une sorte de tension romantique entre elle et Natsu. Jin lui dit que la fille vient d'être attaquée par un tueur en série, et Zen commence à crier comme une chienne dès qu'il lui montre le cadavre. Il dit à Natsu d'appeler la police, mais elle lui dit que la police ne peut rien faire contre les démons, donc il devrait laisser cela à Jin. Jin décide de prendre congé puisque Zen peut désormais escorter Natsu et il leur demande de contacter le magasin de nouilles s'ils ont besoin de ses services. Soudain, Zen se souvient de certaines rumeurs concernant un temple voisin dont le prêtre est décédé récemment
et maintenant les gens disent qu'un démon y vit. Au même moment, Masuk tente de retrouver le démon loup lorsqu'il la voit s'envoler après avoir kidnappé une femme. Voir une femme sans défense dans les griffes du démon rappelle à Masuk le sort de sa femme. Et consumé par la rage, il oublie tout ce qui concerne le fait de ne pas l'attaquer. Il poursuit le démon avec l'intention de tuer et atteint le même temple dont Zen parlait à Jin. Il devient invisible, puis entre dans le temple où le démon mange la femme. Masuk ne se soucie plus de rien d'autre que de sa vengeance et il se précipite sur le démon avec son couteau dégainé. Cependant, le démon sent son intention de tuer et l'attaque à la place, lui déchirant un trou dans les flancs. Le démon ignore Mo après avoir infligé des dégâts mortels et retourne profiter de sa collation. Mais Masuk commence à se sentir pathétique car il va maintenant mourir sans avoir obtenu sa revanche. Bientôt, Jin arrive au temple et il court immédiatement aux côtés de Masuk lorsqu'il le voit gravement blessé. Masuk lui dit que le démon était là il y a quelques minutes et qu'il mangeait une femme. Il est sûr que c'est le même démon qui a tué sa femme. Mais Jin commence à avoir des doutes après avoir entendu que le démon mangeait la femme. Masuk lui tend son couteau, disant qu'il a été fabriqué dans le village de Kadono, d'où vient Jin, et dit qu'il fonctionne comme un charme contre les démons. Il demande à Jin de tuer le démon en l'utilisant afin qu'il puisse au moins obtenir une part de la vengeance. Jin accepte de le faire et demande ensuite à Masuk de lui donner son pouvoir car il en aura besoin. Masuk accepte volontiers de le donner et Jin utilise alors son bras démoniaque pour le consommer tout entier. Alors que le pouvoir de Masuk pénètre dans son corps, Jin voit également ses souvenirs de la façon dont il était toujours en fuite devant d'autres démons. Il a donc décidé de vivre comme un humain. Il a ensuite rencontré une femme gentille, est tombé amoureux d'elle et elle l'a accepté même si elle savait qu'il était un démon. Une fois les souvenirs s'estomper, Masuk se transforme également en poussière et disparaît. D'un autre côté, le démon amène une autre femme dans son nid et commence à la manger. Il se parle à lui-même, disant qu'au moment où il a pris conscience, il était déjà un monstre, et la seule chose qu'il savait était qu'il devait rentrer chez lui sans savoir où se trouvait sa maison. Son instinct lui disait de tuer des humains et de les manger, et c'est exactement ce qu'il a fait. Mais cela n'a toujours pas été satisfait. Il se demandait ce qu'il pourrait faire pour être en forme et pouvoir rentrer chez lui. Et il a vite trouvé la réponse lorsqu'il a mangé une femme pour la première fois. Il s'est rendu compte que manger des femmes donnait à son corps quelque chose qui lui manquait. Alors, ça a continué comme ça. Alors que le démon est occupé à manger, il entend soudain la voix de Jin, lui demandant s'il est stupide de revenir dans le même repère après avoir été attaqué ici. Le démon se retourne pour voir l'intrus, mais Jin est invisible pour le moment. Il court vers le démon, lui taille à dents la main sans se faire remarquer. Le démon crie de douleur puis essaie d'attaquer, devinant son emplacement uniquement par instinct. Jin esquive tout et il est confiant que cette fois il va gagner. Il désactive l'invisibilité et utilise son bras démoniaque pour augmenter sa force, décapitant le démon d'un seul coup d'épée. La tête du démon tombe au sol et commence à se tordre de douleur, mais Jin n'en a pas encore fini. Il dit que le tueur en série présumé tue les hommes sur place et kidnappe les femmes. C'est pourquoi le nombre de personnes disparues et de corps retrouvés ne correspond pas. Cela a du sens s'il considère le fait que le démon tue également les hommes sur place et amène ensuite les femmes ici pour manger. Cependant, la femme de Masuk a été retrouvée dans une rivière et si elle avait effectivement été kidnappée par le démon, elle aurait également été mangée. Il veut savoir ce qui s'est passé et demande au démon ce qu'il veut. Le démon lui dit qu'il a besoin d'un corps pour rentrer chez lui, mais cela n'explique rien. Jin décide d'absorber le pouvoir du démon, ce qui le fait foncer à grande vitesse, lui permettant même de marcher dans les airs. Après cela, il décide de se pencher sur les souvenirs du démon pour obtenir des réponses et découvre qu'il s'agissait d'une femme qui a été violée par un groupe d'hommes puis jetée dans la rivière. La femme voulait rentrer chez elle, mais elle ne pouvait pas retourner auprès de son mari avec son corps dans cet état. Alors, elle a commencé à vouloir un corps convenable au moment même où elle s'est noyée et est devenue un démon. Alors que la femme prononce le nom de Masuk dans sa mémoire, Jin réalise que le démon que Masuk voulait tuer était sa femme depuis le début. Il réalise finalement ce qui s'est passé et tue le malheureux couple tandis que le corps du démon disparaît, laissant derrière lui l'épingle à cheveux de la femme. Les meurtres s'arrêtent après cela, mais la mission de Jin n'est pas encore terminée. Il retrouve les hommes qui ont attaqué la femme de Masuk alors qu'il prévoit de s'attaquer à leur prochaine cible et les attaque, les laissant mortellement blessés. Quelques jours plus tard, un samouraï nommé Nao arrive au restaurant d'Afu, mais il a l'air inutilement sombre. Alors, le père d'Afu lui demande si quelque chose le tracasse. Il lui dit alors qu'il recherche son frère aîné, mais l'homme l'interrompt au milieu de sa phrase, lui disant que tout le monde sait qu'il est le fils unique de sa prestigieuse famille et qu'il n'a pas de frère.